Bonjour et bienvenue dans cette émission Les thermomètres de la RDC. Ça fait énormément de temps qu'on se retrouve ensemble dans ce rendez-vous qui est l'analyse sur la politique de la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue autour de cette table. Trois personnes avec qui nous allons démarrer la journée et nous allons naviguer justement autour de la constitution de la RDC. 20 ans après, on se pose la question, est-ce que les débats sur la constitution devient-il inévitable? Et pour en parler, en face de moi, je commence avec Rocky Congolo, est avec nous. Il est cadre de la force défensive, habitué de cette émission. Il nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui. Rocky Congolo, bonjour. Bonjour, très cher frère Cédric. Merci de votre invitation. Je salue également les amis avec qui nous partageons les plateaux ce matin, les milliers de téléspectateurs de l'Applique TV qui nous regardent en ce moment. Je les salue également, sans oublier les tigres, l'homme de l'organisation qu'on appelle Messier Rossi Timanga Kabango. Je lui dis bonjour là où il se retrouve pour ce moment, mais aussi les sociétaires de la force offensive de l'UDPS. Merci de l'invitation, cher frère. Merci beaucoup. Et à vos côtés, je vous présente Merveille Mouteba, habitué de cette émission. Il est cadre du parti Les Pépites d'État. Voilà, cher estimé, bonjour, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, monsieur Bachala. Merci une seconde fois pour l'invitation. Je tiens aussi à présenter mes salutations respectueuses à mes co-débatteurs. Et je tiens aussi à saluer la présidente du mouvement des cercles de réflexion, les pépites d'État, madame la professeure, son excellence Nicole Toumbabacha, qui est inlassablement derrière le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour gagner toutes les victoires que nous constatons aujourd'hui, dans diplomatique, politique et aujourd'hui militaire. Comme je le disais, que nous sommes dans une dynamique où nous avons comme l'ultime ambition de mettre les ennemis de la paix hors d'état de nuire. Et le président de la République est monté sur ses grands chevaux pour parachever cette mission qui a tant gangréné notre République. Merci beaucoup et je tiens aussi à présenter mes salutations à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur Afrique Télévision. Merci beaucoup. Enfin, je vous présente Joël Nomba qui est avec nous dans cette émission. Lui et analyste politique. Bonjour très cher Cédric, je salue également tous les Congolais partout ailleurs, également les Congolais qui aujourd'hui ou encore ont commencé la fête depuis hier pour la mort de M. Willy Ngoma, qui réjouit les cœurs des Congolais, parce que Willy Ngoma, comme vous le savez, il n'était pas seulement porte-parole de ces mouvements rebelles, mais il est parmi les Congolais qui ont accepté de s'aimer la désolation dans plusieurs familles congolaises. On peut passer à la joie de la mort du personnage. Cher Cédric, je vous dis que la célébration de la mort d'une mauvaise personne n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans la Bible nous le recommande. Ça veut dire que lorsqu'une personne très méchante meurt pour ses actes, la terre ou encore les chrétiens doivent prendre l'offrande pour aller à l'église dire au Seigneur, merci Seigneur parce que vous avez ôté de nos milliers un mauvais. C'est-à-dire que moi en tant que chrétien les dimanches, j'irai à l'église avec mon offrande pour dire au Seigneur, Seigneur merci parce que Willy Ngoma est mort et je donne l'offrande en tant que chrétien. Merci beaucoup, Joël Nomba. Et je l'ai dit tantôt en début de cette émission, la constitution de la RDC, 20 ans après le débat inévitable, on réfléchit justement avec tout le monde autour de la table. Alors, vous vous souviendrez déjà, le 20 février dernier, c'était la 20e année de la constitution de la République démocratique du Congo. Nous avons vu quand même les débats qu'il y a eu autour de la table entre les constitutionnalistes, les sociologues, les acteurs politiques ainsi
dû promulguer cette constitution, les débats autour de cette constitution étaient inévitables. Est-ce que doit-on parler aujourd'hui du changement, de la modification, ou garder la loi même telle qu'elle? Parce que nous avons suivi même l'un des grands constitutionnalistes de la République, le professeur Bochard. Lui qui dit, il a évoqué un professeur américain. Pour lui, la constitution est révisable ou modifiable après 17 ans. Boki Komolo, je commence avec vous sur cette question. Merci beaucoup de la question, très cher Cédric. Je pense que la Constitution, d'abord, a pour objectif de régler le fonctionnement d'une société, mais aussi définir le fonctionnement de l'État. Et la nôtre ici avait pour objectif de mettre fin à la guerre. Parce que quand vous lisez notre constitution, d'abord dans son introduction, vous verrez que on avait parlé par exemple des crises de légitimité et cette constitution avait pour mission de régler ça. Et surtout, ce qui s'était retrouvé sur la table de négociation, c'était des belligérants. Et le gouvernement en place qui était également l'émanation d'une rébellion. Ils se sont dit que plus jamais ça, nous devrons désormais, pour accéder à la charge de l'État, il faut passer par les moyens pacifiques. Donc, il faut passer par les élections. 20 ans après, est-ce que cette constitution a répondu à cette exigence? J'ai dit non. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez 80% des gens ayant signé, ayant participé à la mise en œuvre de cette constitution, là je parle des gens qui étaient à San City pour mettre fin aux tensions et à la guerre, afin d'arriver à l'élaboration de cette constitution qui devrait conduire désormais les institutions de la République, qui devrait créer les institutions, les régler et régler la vie publique. Je pense que 80% de ces gens-là, aujourd'hui, ils se retrouvent dans la rébellion. Ça veut dire que l'objectif de cette constitution n'a pas été atteint. Alors, 20 ans après, est-ce que nous ne pouvons pas nous poser des questions que pourquoi nous ne sommes pas arrivés à atteindre l'objectif? Est-ce que nous ne pouvons pas faire l'examen de conscience? Parce que nous voyons Joseph Kabila Kabange, qui était le président qui avait promulgué cette constitution qui est devenue aujourd'hui cerveau moteur de la rébellion. Vous voyez M. Azarias Robero et son ami très intime Moïse Nyarukabu, qui sont devenus aujourd'hui des acteurs majeurs de la rébellion. Vous voyez même les gens de la société civile, parce que rappelez-vous qu'à cette époque-là, même la société civile avait participé au dialogue intercongolais, qui avait débouché à la nomination de M. Maloumalou comme président de la CI à l'époque. Mais aujourd'hui, quand vous avez un angle de la société civile qui est devenu rebelle, ce qui montre que toutes les couches ayant participé au dialogue intercongolais n'ont pas respecté les décisions prises au cours de ces dialogues-là. Mais au-delà de ça, lorsque nous arrivons maintenant sur le plan scientifique, je prends des doctrinaires. Vous avez le professeur Bochab que vous avez cité ici. À l'époque, en ce moment-là, sociétaire du PPRD, il avait publié un livre intitulé « Entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation ». Il avait expliqué que pour lui,
c'était un moment de revoir la Constitution. Parce que cette Constitution ne répondait pas aux normes selon lui. Et à la même époque, le professeur Mbata, il était dans l'opposition à l'époque. Il disait ceci, je cite, « On ne peut pas prétendre protéger la Constitution tout en la violant. C'est comme si on viole sa mère au motif qu'on la protège au nom de l'amour maternel. » C'est pas le cas aujourd'hui. Hein. J'arrive. Mais aujourd'hui, lorsque vous vous référez aux dés doctrinaires, vous verrez que professeur Bochab n'a pas changé. Il est resté fixe à ses principes. Parce qu'aujourd'hui, il évoque même l'autre doctrinaire d'origine américaine pour se baser sur ces mobiles qu'il présente pour pouvoir revoir la Constitution. Mais aujourd'hui, le professeur Mbata, lui, a évolué. Mbata, aujourd'hui, il est dans le camp de ceux qui veulent les changements de la Constitution. Mais cher Cédric, du point de vue sociétal et puis du point de vue politique, comment voulez-vous qu'un groupe de gens se réunissent et scellent un sort de toute une génération? Les gens disent qu'il y a des dispositions verrouillées. Qui ont verrouillé ces dispositions-là? Ce sont des hommes. Et ces hommes-là, ils l'ont fait selon les actualités, selon ce qu'ils ont vécu. Et d'ailleurs, lorsque nous interrogeons maintenant l'histoire pour dire que c'est à quoi nous nous sommes basés pour élaborer cette constitution, aujourd'hui c'est révolu. Aujourd'hui, personne ne l'a respecté. Alors, nous de la génération actuelle, nous qui n'avons pas participé à l'élaboration de cette constitution, nous qui voyons Congo d'une autre façon, nous disons que notre sort n'est pas scellé. Il y a lieu de revoir la Constitution pour pouvoir régulariser certaines questions liées au fonctionnement de l'État. Par exemple, lorsqu'on parle de la question de la nationalité. Vous savez que lorsque les Belges est né ici au Congo, rentrer en Belgique, il est toujours belge. Mais si vous partez aujourd'hui aux États-Unis, vous mettez au monde un enfant. Cet enfant, lorsqu'il rentre au Congo, il sera considéré comme citoyen américain. Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir pour pouvoir penser certaines dispositions? Pour moi, je pense que le temps est arrivé. 20 ans après, il y a lieu de se poser des questions et voir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette constitution et faire un effort pour l'adapter aux réalités actuelles. Merci beaucoup, Rocky Kongolo. 20 ans après, il y a eu lieu de réfléchir autour de la constitution de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la vie des Rocky Kongolo dans cette émission. Et le même jour, j'ai eu quand même à interviewer justement un acteur de la société civile, Jonas Komela, un grand acteur de la société civile. Il dit, je cite, il y a lieu de modifier ou changer la constitution, mais lui, il parle de l'intention. L'intention dans la modification ou des changements, parce que il y a des uns qui disent l'Union sacrée, par exemple, ou bien le président de la République voudrait bien changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Par rapport à cette intention, Merveille Moukeba, pensez-vous pas peut-être que c'est ça, c'est qui frustre des fois l'opposition en place? Merci beaucoup, monsieur Cédric, de la question. Primo, vous devez comprendre et savoir que la modification ou le changement de la Constitution est l'effet de la force ou du pouvoir politique dominant à un moment donné. Et par là, j'aimerais dire que le feu professeur Kamoukouni a qualifié la Constitution du 18 février d'être une constitution de compromis entre belligérants. Effectivement, à l'époque de l'accord global inclusif, il y avait effectivement des belligérants qui avaient saucissonné les pays. Et par là, il était impératif de pouvoir converger autour d'un idéal, c'est à savoir parler, discuter autour d'une table
et trouver les mécanismes de sortie de la crise à cette époque-là. Voilà pourquoi, après la constitution de transition de 2003, il était impératif de passer à la Troisième République. Voilà les raisons qui ont encouragé l'adoption de la constitution du 18 février 2006, qualifiée par d'autres. Je n'appuie pas forcément d'être intrinsèquement congolais. Et d'autres aussi qui affirment que cette constitution est intrinsèquement étrangère. Mais nous devons comprendre que, et nous poser la question, à ce moment-là, les constitutionnalistes qui ont rédigé cette constitution étaient d'une part nos professeurs des droits constitutionnels ici en République démocratique du Congo et d'autres constitutionnalistes venus d'ailleurs. Et par là, j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre la notion de la constitution. C'est quoi la constitution? La constitution, c'est cette loi fondamentale qui régente la vie politique et qui organise comment les pouvoirs politiques s'établissent, s'exercent et se dévoluent. Donc, comment on accède au pouvoir, comment on l'exerce pendant votre mandat et comment on les transmet. Parce que nous devons réfléchir comme des scientifiques. Le président Félix Tshisekedi n'est pas éternel. À un moment donné, nous aurons, après l'épuisement peut-être de ce mandat, il sera obligé de céder le pouvoir à un autre issu des élections. Et même les raisons et les causes qui ont conduit cette constitution, c'était l'instabilité institutionnelle et l'illégitimité des acteurs politiques. Et comme M. Rocky le disait, est-ce que ces objectifs ont été rencontrés? Si oui, nous devons la changer. Parce qu'en réalité, la Constitution, c'est l'aspiration. La Constitution doit être le miroir des mémoires collectives. Doit être les reflets de la société. Voilà pourquoi aujourd'hui, certains constitutionnalistes affirment que notre Constitution ne rencontre pas les aspirations profondes de nos populations, de notre société. Par exemple, savoir qui est congolais. C'est quoi l'homme congolais? Nous devons les comprendre. Ça j'emprunte ça du professeur Jacques Njoli. Nous devons les sentir et les comprendre à partir de la lecture de la Constitution. Donc la Constitution est le cadre. Voilà pourquoi le professeur Jacques Njoli affirme que la Constitution est le cadre et la mesure du miroir de l'homme congolais. Et des fois, certains professeurs, comme le professeur Jean-Louis Sambo, affirment que cette constitution, effectivement, est la sœur jumelle de la constitution de 1958, la constitution française de la 5e République. Donc, par là, nous devons comprendre que la constitution doit être les reflets. Alors, est-ce qu'il faut la changer? Est-ce qu'il faut la réviser? Nous devons nous poser la question, est-ce qu'il est impératif aujourd'hui de pouvoir la changer? Si oui, on peut la changer. Paul, je t'ai posé la question de savoir, parce qu'aujourd'hui, les débats, c'est bien sûr changement ou modification, bien sûr, mais la grande question, c'est l'œil jeté ici par l'opposition congolaise qui trouve dans cette proposition une idée n'est pas touchée, par exemple, certaines dispositions, ou bien touchée carrément pour que le président actuel s'éternise au pouvoir. C'est ça la grande question. C'est même la raison évoquée par certains acteurs politiques. Merci de la question. Juriste, ici je pense en scientifique, parce que nous devons faire la part des choses. Juriste et publiciste que je suis, premièrement, nous devons comprendre que la Constitution, comme je le disais, est le cadre des rapports de force à un moment donné. Si aujourd'hui, nous sentons qu'il y a l'impératif de pouvoir changer la Constitution, on peut toujours la changer. Mais effectivement, il y a des dispositions verrouillées, comme l'article 220. C'est une disposition verrouillée relative à la forme républicaine de l'État. D'autres dispositions telles que d'autres dispositions, comme je l'ai préparé, la forme république, les principes de la laïcité, les nombres de mandats présidentiels limités à 2, la durée du mandat présidentiel, les systèmes électoraux. Ce sont des dispositions verrouillées. Parce que si vous les touchez,
en réalité, vous touchez à l'existence même de l'état des droits constitutionnels. Vous touchez à l'ordre constitutionnel. Je suis certes de l'union sacrée, mais nous devons comprendre qu'il y a des dispositions qui, dès lors que vous les touchez, vous touchez la matrice même de l'État. Ok. Parce que l'État n'existerait pas dès lors que la forme de l'État changerait. Par exemple, on se décide que nous ne sommes plus une république, nous devons devenir un royaume, par exemple. Là, nous touchons au principe sacro-saint qui structure notre constitution. Donc, l'article 220, juriste que je suis, je pense que ce sont des dispositions verrouillées. Okay. Par exemple, la constitution béninoise, il estime qu'il a placé des verrous. Comme dans notre pays, il y a juste un seul verrou, c'est l'article 220. Mais le constituant originaire béninois lui affirme que l'article, par exemple, la disposition comme l'article 220, c'est une disposition verrouillée à des étapes. Donc, pour toucher la disposition de l'article 220, vous devez commencer d'abord par verrouiller la disposition elle-même, donc l'article lui-même, ouais. Et puis trouver des mécanismes de la changer. Ça, c'est la constitution béninoise. Mais pour nous, il y a juste un seul verrou, savoir préserver ou sauvegarder l'ordre constitutionnel. Donc, aujourd'hui, si nous devons la changer pour rencontrer les aspirations profondes de nos populations. Merci. Et non pas la changer pour changer. Par exemple, si nous donnons la mission de la changer aujourd'hui, donner 7 ans par exemple, comme en France du temps de Chirac, 7 ans au président de la République, effectivement, vous avez touché aux principes structurants qui encadrent effectivement le respect de la Constitution, et ça serait donc une fraude à la Constitution. Merci beaucoup, cher estimé Merveille Mouteba. Nous sommes en train de poursuivre la Constitution de la RDC 20 ans après les débats inévitables, c'est la question qu'on se pose. Mais tout à l'heure, je vous ai suivi, vous avez certaines dispositions qu'on ne peut pas toucher selon Merveille Mouteba. Les 15 mars, c'est la rentrée parlementaire, et je suis quand même un débat sur une radio de la place où un député national proposerait, il dit, je cite, dès la rentrée parlementaire, les débats sur la constitution va justement renaître. Lui, il parle de 7 ans comme mandat du président de la République, et certaines langues aussi parlent que ce dit par rapport à ce qu'il est en train de faire comme lutte contre l'ennemi qui est en deuil, qui tue la population, qui tue les minéraux de la République. On ne doit pas d'abord parler des élections, par exemple, en 2006. Cher estimé, cette analyse politique, votre lecture, ne pensez-vous pas peut-être que cela, c'est une manière de violer? Est-ce que cette constitution mérite un changement? Merci beaucoup, cher Cédric. Ici, en tant que scientifique, aujourd'hui, il y a des concepts qui sont réservés uniquement aux doctrinaires. Le concept est tel que le changement de la Constitution. Nous, en tant que scientifiques, nous ne pouvons pas parler du changement de la Constitution. Mais nous pouvons parler plutôt de la révisitation ou également nous s'arc-bouter sur l'article 218 qui parle de la révision. Parce que cette Constitution ne reconnaît pas le terme changement de la Constitution. Et j'aimerais d'abord rencontrer ce que vous avez parlé du député. Je vous dis qu'il y a certains députés qui sont devenus députés, mais qui ne savent pas pourquoi ils sont députés. Il y a des députés qui sont aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, mais qui n'ont jamais touché à cette Constitution. Ils ne sont pas là. Ils n'ont jamais lu cette Constitution. Comment un député national, de surcroît, en pleine guerre, parce que l'article 219 de cette Constitution refuse, interdit tout débat au sein de l'Assemblée nationale lorsque nous sommes pendant l'état de siège ou en guerre. Et aujourd'hui, la République est en guerre. L'Assemblée nationale ne peut pas amener ce genre de débat pour commencer à débattre sur le changement ou la révision de la Constitution. Mais les scientifiques peuvent en parler. Dans des plateaux, ils peuvent en parler. Mais moi, je prends mal un député national qui se tape les luxes de parler sur le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution, alors que l'article 219 refuse. Alors,
Je ne suis pas en train de dire que la Constitution ne peut pas être refusée. Moi, je suis d'accord, parce que cette même Constitution, lorsque vous lisez l'article 218, elle dit, elle donne les modalités de comment elle peut être refusée. Elle dit également, moi, la Constitution, je peux être révisée, mais en suivant la démarche. Et le président de la République peut aussi initier une démarche visant la révision de la Constitution. Également aussi, l'Assemblée nationale et le Sénat, également le peuple, nous pouvons. Alors, il n'y a pas de tabou si aujourd'hui nous pensons que la Constitution peut être révisée. Mais j'aimerais que ce débat puisse rester dans des milieux scientifiques. Étant donné que l'Assemblée nationale est le miroir même de notre population ou de la République, parce que nous sommes dans ce que l'article 219 de cette Constitution qualifie de guerre, nous ne pouvons pas laisser les députés aborder les questions de la révision constitutionnelle. Et donc, s'il faut réviser la Constitution, moi je suis d'accord, parce que lorsque vous lisez l'article 1, l'article 1er de cette Constitution, cette disposition vous dit que le français est la langue officielle en République démocratique du Congo et les autres langues sont des langues nationales. Mais qu'est-ce qui a amené ces législateurs à prendre le français, mettre au panthéon et prendre nos 4 langues, les rabaisser? Dans une république où nous avons plus de 60 ans d'indépendance, aujourd'hui, nous continuons à faire la publicité d'une langue étrangère et nous prenons nos langues, nous les rabaissons par rapport au français. Je crois que cet article, l'article 1er, peut être révisé. Également aussi l'article 78 de cette même Constitution. Comment expliquez-vous que lorsque l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a élection après élection, pour que le président puisse nommer le Premier ministre qui va travailler avec nous, parce qu'ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, ils travaillent pour la République. Un ministre, un chef du gouvernement qui doit travailler pour la République doit être l'émanation d'une majorité parlementaire. Et pour arriver à cette majorité parlementaire, il y a des formules qui nous prendra du temps. Vous prenez par exemple dans l'article 78, on vous dit il faut d'abord qualifier la majorité parlementaire pour nommer un Premier ministre. Ça, c'est un passe-temps que cette Constitution, cette disposition est en train de nous embrouiller. Je pense qu'il faut reviser aussi l'article 78. Il dit ceci, ce que je pense en tant que scientifique. Le Premier ministre est nommé par le président de la République conformément au pouvoir qui lui a été donné par cette Constitution. Que le Premier ministre, par le pouvoir du président de la République, soit nommé par le libre choix du président. Et que nous ne puissions pas faire attention à cette affaire de l'informateur. Parce qu'on vous dit que si dans cette même disposition, si l'informateur n'est pas, si la majorité parlementaire n'est pas là ou n'est pas qualifiée, le président donne maintenant une mission à un informateur qui prendra, cette mission consiste à identifier la majorité parlementaire. Et cette mission a pour délai, quoi, 60 jours ou 90 jours? Renouvelable, 15 jours. Non, 30 jours. 30 jours. 30 jours renouvelables. Ça veut dire que nous passons du temps, l'argent, lorsqu'on nomme un informateur, il faut lui donner le bureau, il faut lui donner le moyen. C'est-à-dire que la République prend l'argent, donne à un informateur, un individu que le président va choisir sur base de la disposition de l'article 78, on lui donne l'argent. Là, vous empiétez à l'esprit du Constitution 2006 qui voudrait que le Premier ministre soit l'émanation de l'Assemblée nationale, avec votre proposition. Non, écoutez, je suis en train de réfléchir en tant que scientifique. Parce que lorsque vous lisez l'article 227 de cette Constitution, l'on n'interdit pas la révision de l'article 78. Le matière que cette disposition de l'article 220 interdit sont nommément cités. Mais l'article 78, c'est-à-dire que le législateur 2006 dont vous évoquez ici, a laissé cette disposition, les constituants, a laissé cette disposition à l'appréciation de gens ou encore des personnes nommément citées dans l'article 219 de réviser les dispositions qui ne sont pas dans l'article 220. Donc, l'article 78 aujourd'hui ne peut jamais faire obstacle.
le président de la République, lorsque nous allons finir la guerre, c'est pas maintenant, lorsque nous allons finir la guerre, nous pouvons, nous peuple, en nous exprimant par une pétition de 100 000 signatures, dire au président, Monsieur le Président, prière de revue, nous voulons que l'article 1er soit révisé. Nous voulons, hein, lorsque je dis comme ça veut dire que toutes nos langues soient égaux au français. L'article 78, qui dispose que le président nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire, soit révisé pour dire le président nomme le premier ministre de son choix. Parce que c'est qu'on se le dise. Lorsque le premier ministre arrive, non, conformément à l'article 92 de cette constitution, elle veille à la politique de la nation. C'est elle qui conduit la politique de la nation, non? Mais pas la personne qui conduit la politique de la nation. On sous-entend qu'il travaille pour le peuple. Mais nous, peuple, nous ne voulons pas que vous soyez l'émanation de la majorité parlementaire. Nous voulons que vous soyez nommés pour travailler pour la population. Et le chef du gouvernement ne sera pas à ce moment-là l'émanation du choix du président. Ça, c'est l'exposé que nous, peuple, nous allons parler. Parce que cette constitution nous donne la possibilité ou le pouvoir de nous exprimer par une pétition de 100 000 signatures. Merci beaucoup, Joël Nomba, par rapport à cette lecture que vous avez justement faite autour de ces débats entre les articles à révisiter, ceux qui disent qu'il faut changer carrément cette constitution des belligérants, qui n'a pas justement répondu aux vraies questions de la population congolaise, mais il s'installe au moins un autre débat, c'est autour toujours de ça. Les débats au sein de l'opposition congolaise, c'est que nous devons faire tout pour aller plus vite au dialogue et pendant ces temps, au sein de la majorité parlementaire, on parle d'une révisitation ou changement de la Constitution. Ne pensez-vous pas, ce sont des mots qui sont employés à tout et à travers, qui vont freiner des fois le développement de la République et beaucoup plus mettre à mal la cohésion nationale, parce que, vous vous souviendrez déjà, l'Est de la République est en proie à l'insécurité aujourd'hui. Rocky Congolo. Oui, merci très cher Cédric. Et je pense que si je me réfère au professeur Émile Bongeli, il dit que qui parle de l'État sorcier. Et l'État Moïse. Il nous dit que cette constitution, c'est l'œuvre de la Belgique. Ça a été conçu à l'Université libre de la Belgique. Et le travail des Congolais, c'était seulement de voir là où il n'y a pas la virgule, mettre la virgule. Là où il n'y avait pas l'accord, mettre l'accord. Ah Donc, bon? pour lui, ce n'est pas notre constitution. Donc, il n'y a pas même débat de faire sur cette constitution parce qu'elle n'est pas notre. D'où nous devons réfléchir. Les Congolais doivent réfléchir sans pression étrangère pour élaborer une constitution qui répond aux normes congolaises. Donc pour vous, changement. Et changement total. Parce que, mais vous avez les gens qui vous témoignent que ça, ce n'est pas l'émanation du génie congolais. Ça, c'est comme la constitution que nous avons eue en 1960, qui était l'émanation de la Belgique. Et pourquoi nous devons faire un débat sur quelque chose qui ne nous appartient pas? Autant parce que nous avons des Congolais aujourd'hui qui réfléchissent, des Congolais aujourd'hui, nous avons des sociologues, nous avons des historiens, nous avons des constitutionnalistes, nous avons des Congolais dans tous les domaines qui peuvent réfléchir pour donner au Congo une constitution qui répond à ces réalités. Cela étant dit, lorsque l'opposition politique dit qu'on veut changer la constitution pour maintenir Tshisekedi au pouvoir, mais nous pouvons nous maintenir au pouvoir sans pour autant changer la constitution. Comment ça? Mais vous avez, en Afrique du Sud, ANC est au pouvoir il y a combien de temps? Ce n'est pas parce qu'on avait changé la constitution. En Angola, MPLA voilà, est encore au pouvoir, ce n'est pas parce qu'on avait changé la constitution. Nous pouvons nous maintenir parce que nous avons un bilan à présenter aux Congolais. Je l'ai toujours dit que depuis 1960,
nous avons réalisé que même les Belges n'ont pas fait après 80 ans. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, il y a des universités qui sont construites. Ça, c'est l'œuvre des Congolais, de père et de mère, Tshisekedi, Félix Antoine. Donc, nous pouvons, parce que nous avons un bilan à présenter au peuple congolais et convaincre le peuple congolais parce qu'il nous avait donné les mandats pour les servir et nous sommes en train de les servir. Et nous pouvons nous maintenir au pouvoir sans changer la constitution. Mais parce que ce n'est pas une constitution qui répond à nos réalités. C'est une constitution qui... C'est du copier-coller de l'étranger. Alors nous ne pouvons pas nous baser sur ça. Réfléchissons pour avoir un document qui répond aux normes. Mais quand vous parlez des tensions, la guerre à l'Est n'a pas commencé parce qu'il y avait une idée de changer la constitution ou de la réviser. La guerre à l'Est, c'est un problème économique, c'est un problème de la survie de notre voisin belliqueux, Rwanda. Donc, la guerre à l'Est n'a rien à voir avec ni la gouvernance actuelle, ni le respect des normes établies. Ça, c'est un problème de la question. Et le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de se battre pour mettre fin à cette guerre. D'ailleurs, je salue la bravoure de nos FARDC. Je salue les Congolais de très bonne qualité qui ont compris que pour affaiblir l'ennemi, il faut décapiter de son centre névralgique. Lorsqu'on a décapité M. Ngoma, Willy Ngoma, lorsqu'on a tué certains des hauts gradés, des marionnettes du Rwanda, ça c'est une très bonne stratégie. Et je pense que si on continue avec ça, on va mettre fin à cette guerre. Parce qu'il y a une stratégie selon laquelle, lorsqu'on décapite les cerveaux moteurs, et les troupes qui restent ne peuvent pas s'organiser et n'ont qu'à prendre fuite. C'est une bonne stratégie et je pense que nous l'avons compris, nous allons le faire, nous allons mettre fin à cette guerre et nous allons réorganiser notre société. Je sais pourquoi cette opposition est en train de s'agiter. C'est parce que son seul espoir, c'était que la zone de tension progresse. La guerre ne s'arrête pas pour que Tshisekedi soit coincé afin d'appeler à un dialogue pour leur donner de l'emploi. C'était ça. Mais lorsqu'il voit aujourd'hui que la donne est en train d'être changée. La donne change. C'est ainsi que dans l'ère désespoir, il commence maintenant à penser que lorsque Tshisekedi va mettre fin à cette guerre, il ne doit pas organiser les dialogues pour leur donner de l'emploi. Il va se maintenir au pouvoir. Non, Tshisekedi c'est un démocrate. Il a toujours dit qu'il est démocrate, il demeure démocrate, il restera démocrate. Une question entre dialogue et changement de la Constitution. Où est-ce qu'il y a plus de la nécessité? Le changement de la Constitution, c'est un impératif pour les Congo, pour la RDC et surtout pour nous, l'IDPS. Je vous rappelle que à l'époque, nous avons appelé les Congolais à ne pas voter pour cette constitution parce que nous avions compris que c'était une constitution qui n'était pas notre, qui ne répondait pas à nos réalités. C'est ainsi que nous avons dit aux Congolais de voter contre cette constitution. Mais aujourd'hui que nous sommes au pouvoir et que nous avons la majorité et nous savons que cette constitution n'est pas la nôtre, ne pas la changer, c'est nous contredire et ne pas atteindre notre objectif du combat. Merci beaucoup, Rocky Kongolo et Merveille Mouteba. Vous avez une question là-dessus parce que les débats fait rage, à ce stade entre changement de la Constitution ou révisitation, mais aussi les dialogues de l'autre côté prônés par la Senko et CCA et même l'Église des Réveils qui est en contradiction avec les CC5 parce que pour l'Église des Réveils, l'Église doit impérativement soutenir le pouvoir en place et ne doit pas faire la guerre au pouvoir en place. Votre lecture justement par rapport à ces débats qui fait surface ces derniers temps? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir sur les raisonnements et
différentes propositions, des affirmations qui ont été effectivement relevées sur ce plateau. Donc, mon co-débatteur en face, M. Joël, affirme ceci par sa proposition. C'est une proposition que je respecte. Mais, comme je le disais, il y a des dispositions intangibles. Il y a des dispositions verrouillées. Parce que si vous les touchez, c'est une fraude à la Constitution. Parce que nous devons, à un moment donné, rétablir certaines vérités pour ne pas nous dévoyer dans ce que nous sommes en train de dire. Parce que, selon sa proposition, que le président de la République puisse nommer, effectivement, je tiens à le rappeler que nous sommes dans un système politique semi-présidentiel. Le professeur Évariste Bochab s'était d'ailleurs hasardé d'affirmer que c'est un régime primo-ministériel. Après plusieurs recherches, dont moi, j'ai effectivement affirmé qu'il n'existe pas de système primo-ministériel. Donc, le semi-présidentiel, c'est un système politique à califourchon. Donc, à cheval entre le régime fortement présidentiel ou du présidentialisme et du parlementarisme. Donc, c'est un système, comme le qualifie le professeur Jacques Njoli, des chauves-souris entre les deux. Donc, entre l'antichambre du présidentialisme et du parlementarisme. Ce qui fait que nous avons un métissage des systèmes. Ce qui voudrait que ça dépend maintenant du souverain primaire, donc le peuple, dès lors qu'il se décide par des élections libres, démocratiques et transparentes, de pouvoir conférer au président de la République une majorité ou de ne pas pouvoir la conférer. C'est le cas en France du gouvernement Balladur pendant Mitterrand et de Jacques Chirac, les cas échéants. Donc, c'est un système, dès lors que, pour donner un exemple, dès lors que, par exemple, l'opposition à la majorité parlementaire et le président de la République n'a pas la majorité parlementaire, le président de la République doit soit cohabiter, soit coaliser. Vous vous souviendrez, si vous avez de bonnes souvenances, que ce système a été récent dans notre pays avec l'avènement et l'accession au pouvoir du président actuel Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République. Donc, il a eu effectivement aussi du mal parce que c'est un système, il faut plus de la technique pour pouvoir, et avec sa proposition, nous devons donc impérativement changer de constitution et que les présidents de la République puissent avoir tous les pouvoirs et voire même qu'on puisse suspendre ou supprimer l'Assemblée nationale, ce qui est pratiquement inenvisageable. Soit on change de système politique ou que nous puissions emprunter les systèmes présidentialisme ou présidentialiste des États-Unis d'Amérique où le président de la République a pratiquement tous les pouvoirs et que le Congrès n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais dans notre constitution, les constitutions de 2006 n'a pas voulu n'a pas voulu émettre cette idée dans notre constitution. Je tenais aussi à rétablir cela. Alors, revenons à la question. Justement, c'est parce que la guerre s'est installée aujourd'hui au sein des princes des églises. Vous avez la 5OSCC qui parle d'un dialogue, d'ailleurs, un dialogue qui voudrait bien mettre autour de la table, même les belligérants. Et l'église des réveils, dirigée aujourd'hui par l'archevêque Ejibaya Mapia, qui a pris le pouvoir tout récemment, vous avez compris qu'il était trop dur envers l'église de la 5OSCC. Pour lui, l'église ne doit pas faire ombrage justement au pouvoir en place. Effectivement, je pense que l'église doit rester dans sa noble mission, savoir évangéliser, apporter la bonne nouvelle. L'église est pratiquement apolitique. Je ne trouve pas... Vous évoquez Thomas Hobbes. Effectivement. Donc, c'est respecter aussi les principes de la laïcité et de la séparation de l'État et de l'Église, comme vous le savez. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Église doit rester dans sa mission et laisser la vie politique aux politiciens. Donc, et lorsque peut-être les politiques ne parviennent pas justement à répondre aussi aux besoins de la population, l'Église ne doit-elle pas intervenir? Mais c'est par cas de... Je dirais que c'est par cas de nécessité et que dès lors qu'il y a un antagonisme criant et qui n'arrive pas, donc un problème inévitable et insurmontable, que nous pourrons trouver des mécanismes. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à nous forcer au dialogue. C'est ce qui fait mal. Et
dès lors, dites-moi, dès lors que la crise peut déterminer qu'il est le président de la République, à mettre fin à cette crise, vous décriez encore quelle crise pour dialoguer? Parce qu'aujourd'hui, je pense, si vous avez très bien suivi mes interventions antérieures, vous allez vous rendre compte que j'ai posé déjà des conditions. Je suis un penseur de l'Union sacrée, mais j'ai posé déjà des dialogues. Pourquoi et que faire de ces dialogues aujourd'hui que nous assistons à une accalmie à l'est du pays? Est-ce qu'il est impératif aujourd'hui que nous puissions repenser les dialogues alors que le président de la République a été élu légitimement en 2000, qui a triomphé haut la main en 2023 et qui doit exercer son mandat jusqu'à la fin? Vous voulez que l'avènement du dialogue vienne faire quoi alors que... Parce que vous devez comprendre une chose, monsieur Cédric Bachala, que le dialogue est le règlement extra-constitutionnel de la vie politique. Ok. Donc, je dirais que lorsqu'il y a un dialogue politique, ça doit déboucher à un accord. Et qui dit accord, c'est quelque chose qui vient enchevêtrer. Vous voyez, enchevêtrer la Constitution et le bon fonctionnement des institutions. Parce que comment expliquer dans un état de droit quelqu'un qui a perdu les élections comme l'opposition l'a perdu et que par, je ne sais pas, par quel conciliabule du dialogue, voilà pourquoi nous sommes dans les regards de dialogue, concertation. Et la majeure partie des présidents de la République que nous avons connus ont eu du mal à bien gérer le pays. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans cette ritournelle de voir, non, nous devons encore parler, nous devons dialoguer, nous devons approcher l'opposition, nous devons nous partager les pouvoirs. Et qu'il y a ce système de débauchage qui affaiblit et qui rend les institutions fragiles, instables. Pourquoi? Parce qu'il y a des dialogues, Donc aujourd'hui, avec les efforts du gouvernement et du président de la République, et du gouvernement, nous sommes aujourd'hui en train de trouver des solutions à la crise. Et dès lors qu'il n'y aura pas de crise, je ne vois pas l'importance ou l'impératif de dialoguer. Donc, que les hommes politiques en soutane puissent, à un certain moment, laisser les hommes politiques libres de gérer bien le pays et que le président de la République puisse exercer son mandat jusqu'à la fin. Et si nous devons changer la Constitution, nous allons la changer dans des conditions pour répondre aux aspirations, aux besoins fondamentaux de nos populations. Merci beaucoup, cher estimé Merveille. Joël Lomba, une question entre la diplomatie menée par le président de la République, mais aussi la montée en puissance de nos forces armées sur terrain. Vous avez parlé tout à l'heure de cette information confirmée par plusieurs sources qui confirme les départs justement du porte-parole du mouvement rebelle de l'AFC. Justement, c'est l'opération menée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Que pourrons-nous dire à ce stade entre le levier privilégié par le président de la République de la diplomatie et d'une part cette montée en puissance de nos FARDC? Est-ce que ces deux leviers activés par Félix Tshisekedi, doit-on les privilégier ou bien à un certain moment mettre de l'eau dans les vins, mettre tout le monde autour de la table et discuter? Merci beaucoup, cher Cédric. J'aimerais d'abord dissiper les quiproquos qui concernent à dire que cette constitution est l'œuvre du belligérant. Je ne veux pas que les gens tombent dans ce piège. Alors, je rappelle à mon co-débatteur ici, Rocky Congolo, que cette constitution est l'œuvre des Congolais. Je peux vous citer quelques noms. Il y avait le professeur Oichokonda, il y avait le professeur Kodjo, il y avait le professeur Masley. Il n'a pas nié, hein? Mais il parle qu'ils étaient utilisés pour mettre des virgules et accorder. Selon lui. Et les professeurs Sambo. Oui, je suis en train de citer. C'était au 18 au 19 décembre 2005. Il y avait, je recommence, il y avait le professeur Kodjo Ndoukouma. Dans quelle ville? Ici à Kinshasa. Faux. Non, excusez-moi, en République démocratique, je ne sais pas qui ça, mais ici en République. Il y avait le professeur Oichokonda, il y avait Masley, il y avait Kodjo Ndoukouma, il y avait Kondankoy, il y avait aussi le professeur Bochab. Et donc, il faut éviter de dire au peuple congolais que voilà notre constitution est l'œuvre du belligérant. Et les professeurs Mampouy également. Tous ces professeurs sont vivants. Ils sont encore vivants. Vous pouvez aller le demander. Mais j'ai donné une référence. Moi, je ne parle pas des histoires qui viennent de ma tête. Hein. Moi, je donne des références. Merci. Allez-y.
Alors, pour conclure avec ce que je disais, c'est dire que le propos que mon débatteur Rocky tient ici sont des propos purement politiques qui consistent à exciter le peuple à accepter exactement la révision ou le changement de la Constitution. Mais moi, je ne préfère pas les concepts de changement parce que ces concepts est réservé seulement aux doctrinaires. Nous, en tant que scientifiques, nous pouvons parler de la revisitation ou de la révision de la Constitution. Parce que même la Constitution elle-même ne reconnaît pas les concepts de changement. Les gens emploient les concepts de changement à tort. Et lorsque vous dites à la personne, quelqu'un qui ne comprend pas le méandre, vous lui dites, il y a une différence entre changement et révision, lui dit, papa, qu'on change Zanine, qu'on révise Zanine, vous voyez un peu cette façon de réfléchir. Donc, j'aimerais que les gens comprennent que les concepts de changement de constitution n'est pas reconnu pour nous les autres. C'est uniquement réservé aux doctrines. C'est un concept doctrinal. C'est un concept qui peut créer des débats, des conférences, des matinées scientifiques. Et donc, ici, ce que j'aimerais encore dire, c'est que, cher Cédric, en République démocratique du Congo, lorsque les gens veulent que nous partions à la table, c'est pour quel objectif? Moi, j'ai suivi quelqu'un qui le disait, excusez-moi d'être un peu sociologique, mais bon, on te met à dialogue, surtout te se retrouver. C'est ça l'objectif du dialogue. Alors que la Constitution ne reconnaît pas. La Constitution confère ou encore donne et établit les modalités pour devenir dirigeant en République démocratique du Congo. Lorsque vous lisez l'article 70, on vous dit comment devenir président. Et cette Constitution ne dit pas express verbis. Voilà, lorsque le président en plein mandat va rencontrer des circonstances, doit convoquer le dialogue. Je ne suis pas en train de dire que le dialogue n'est pas bon. Mais seulement, nous voulons savoir d'abord l'objectif de ces gens qui cherchent le dialogue. Est-ce que l'objectif est dans l'intérêt du peuple congolais? Pour eux, il y a crise et nous devons réfléchir, justement. Quelle crise? Parce qu'il y a une différence entre la crise politique et la crise sécuritaire. Ici, il y a question de crise sécuritaire. Lorsqu'il y a crise sécuritaire, nous laissons le pouvoir aux organes compétents ou encore établis que cette constitution reconnaît d'en finir. Ce n'est pas nous, le peuple congolais, voilà, nous sommes dans l'opposition, nous sommes la société civile, nous sommes la CENCO, nous sommes l'ECC, parce que nous sommes la CENCO, nous demandons président, non, mais c'est quoi la nature juridique de la CENCO? Mais c'est une ASBEL, la CENCO, l'ECC. Ce sont des ASBEL. Mais pourquoi ces gens veulent se comporter, voilà? Non, cher Cédric. L'unique personne qui peut apprécier et convoquer le dialogue au terme de l'article 69 de cette constitution n'est que le président de la République. Si le président dit qu'il n'y a pas nécessité de convoquer le dialogue, mais il n'y a pas de problème. Parce que c'est lui-même le miroir. C'est lui qui connaît quel carburant me reste dans ma voiture pour arriver à Kizangwete. Quel carburant me reste dans la voiture pour arriver à Maluku. Mais lorsque lui dit, lui le président qui nous amène à Maluku, dit que le carburant que j'ai va suffire de vous amener à Maluku et vous remettre à Kinshasa. Mais où est le problème? Est-ce que c'est lui le président? Mais la question aujourd'hui, c'est que la crise sécuritaire dans l'Est du pays persiste. La crise sécuritaire, hein, cher Cédric, la personne qui va résoudre la question des crises sécuritaires n'est que le président, hein, parce qu'il est le commandant suprême. Il sait comment l'armée fonctionne. Il sait comment il est en train de structurer l'armée. Ce n'est pas la CENCO ou les CC qui viendront aujourd'hui dire, monsieur le président, nous avons vu Kagame, nous avons vu Museveni, Non, c'est le chef de l'État lui-même. Parce que, apparemment, les gens ne comprennent pas ce qu'est le président. Apparemment, les gens lisent très mal la disposition article 69 de la Constitution. Dans la dimension sotériologique, dans la dimension ésotérique, le président, c'est un homme mystique. Le président, c'est un homme qui a beaucoup de yeux. Il voit des choses que nous ne pouvons pas voir. Ce que Tshisekedi peut voir, Dieu ne le verra pas. Ce que Tshisekedi peut voir, ce n'est pas votre gars ici de l'ECC. Il ne va pas voir. Mais lui, dans cette dimension, la dimension ésotérique. Le président... Il est prêtre, il est prélat d'une église. Mais le président, au-delà de prélat, de prêtre, le président est quelqu'un de très mystique. Mais lorsque le président vous dit qu'il n'y a pas nécessité de convoquer les dialogues, mais lui il sait. Et comment mettre fin justement à cette rébellion dans l'Est du pays? Pour mettre fin à cette rébellion, laissons Tshisekedi faire ce qu'il est en train de faire. Il est dans la bonne route. Regardez comment il est en train de partir avec la dimension diplomatique. Aujourd'hui, Kagame,
qui ne pouvaient pas pleurnicher. Aujourd'hui, ils passent à la télé et disent, mais comment vous vous comportez comme ça? Vous prenez le président d'un pays, vous le cajolez, on dirait il était le fils cadet d'une famille. C'est-à-dire que ce sont les résultats de la diplomatie du président Félix. Aujourd'hui, le Congo, on parle du Congo partout. On nous faisait passer pour des agresseurs, pour des gens qui entretiennent le mouvement rebelle, le mouvement terroriste. Alors que nous n'étions pas ce qu'eux ont vendu ailleurs. Mais lorsque le président Tshisekedi a pris des démarches pour expliquer exactement ce qu'a enduré le Congo, ce que les Congos faisaient comme travail, comme mission, les gens ont compris. Ils sont même passés aux aveux pour dire, mais écoutez, monsieur le président, nous, on ne savait pas que c'est comme ça. Nous, voilà ce qu'on nous a dit pour vous et pour votre pays, les groupes rebelles que vous entretenez. Tshisekedi a dit, non, mais ce n'est pas ce qu'on vous dit. Venez sur le terrain, vous allez voir. Et la communauté internationale a été témoin. Les Nations Unies est témoin. Et partout ailleurs aujourd'hui, ils sont convaincus que Tshisekedi, voilà, c'est un homme mystique qui a amené le pays dans une dimension ou dans le panthéon que les gens ne s'attendaient pas. Et laissons Tshisekedi faire la diplomatie telle qu'elle est en train de partir. Aujourd'hui, l'espoir nous porte. À l'époque, on ne pouvait pas marcher avec l'espoir. On était tous désespérés ici. J'ai mis tout le monde au défi. Tous, on était désespérés lorsque Goma tombait. Tous. Et aujourd'hui, nous pouvons parler aujourd'hui avec force. Parce que nous savons que Tshisekedi, c'est un homme fort. Le combat qu'il a mené diplomatiquement, porte maintenant des fruits. Et donc, il n'y a pas lié de convoquer le dialogue. Si lui, le président, qui est dans cette constitution, dans l'article 69, dit qu'il n'y a pas nécessité, et donc il n'y a pas nécessité, laissons le président diriger le Congo conformément à l'article 70 qui dispose que le président a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et donc, si son mandat finira, vous aussi, si vous serez capable de venir concourir aux élections, vous allez participer, vous allez gagner. Mais si vous ne gagnez pas, mais papa, merci beaucoup, Joël Nomba. Il nous reste 6 minutes. On va finir par ici. Rocky Congolo, vous avez 2 minutes. 2 minutes, je vais vous poser la question, c'est justement, il y a eu un moment où le président de la République, par rapport à ses sorties médiatiques, il était l'objet de quelques critiques, justement avec certains mots, moindre escarmouche, à partir de Goma, on pouvait toucher Kigali. Mais aujourd'hui, semble-t-il, la montée en puissance de nos forces armées est en train de prendre de l'ampleur, est en train de devenir effectif. Est-ce que nous, effectif plutôt, pourrions-nous dire que c'est vrai et est-ce un début d'une opération militaire qui sera dirigée par le commandant suprême des forces armées de la police? Cher Cédric, avant de revenir à ça, j'ai dit à mon ami Joël que la Constitution n'est pas l'œuvre de constitutionnalistes, ni celle qui en ont droit de faire les débats ou d'en discuter. C'est l'œuvre de tout Congolais. D'ailleurs, les constituants peuvent ou ne pas être juristes. Donc, la Constitution n'est pas l'émanation des constitutionnalistes. La Constitution, c'est l'œuvre de toutes les disciplines. Parce que vous trouverez les historiens, vous trouverez les économistes, vous trouverez les gens de tous les domaines. Donc, quand vous dites que le tel débat, il est exclusif à une catégorie de scientifiques, je pense que vous parlez autre chose que la réalité. Le changement de la Constitution peut être initié par le peuple lui-même, qui ne peut pas être scientifique. Mais le peuple se décide d'échanger une constitution par une pétition, ça passe à l'Assemblée nationale et on revoit la constitution. Ce n'est pas l'œuvre des scientifiques. Mais les scientifiques peuvent donner, peuvent élaborer. Même à l'élaboration, ce n'est pas seulement les constitutionnalistes. Il peut y avoir les gens des lettres, parce qu'il y a des principes grammaticaux qui interviennent. Alors, cela étant, quand je reviens à votre question, cher Cédric, si vous vous souvenez des moments que nous avons passés avec vous, même les communicateurs séchaient déjà les débats dans des plateaux de télévision parce qu'ils n'avaient rien à dire, ils n'avaient pas l'espoir. Mais nous
qui connaissons l'homme, nous qui avons vu l'homme accéder à la magistrature suprême, nous avions eu confiance et en tant que Congolais, les sangs qui coulaient dans nos veines, 100% Congolais, on n'avait pas désespéré. Pourquoi? Parce qu'on savait que la guerre que nous menons, c'est une guerre nous imposée, une guerre injuste et nous avons raison et Dieu est avec nous. C'est pourquoi nous avons dit à travers le gouvernement que nous sommes sur 4 fronts. Il y a les fronts diplomatiques, les fronts militaires, les fronts médiatiques et les fronts spirituels. Ce n'est pas pour rien qu'on a prié même pour que cette guerre cesse, pour que nous puissions prendre l'ascendance sur cet ennemi qui est venu nous agresser chez nous. Ok. Et Félix Tshisekedi, dans son génie diplomatique, il savait que pour redonner l'espoir à cette armée, à ces Congolais, il faut faire un effort pour asphyxier notre voisin qui est notre agresseur. Et il l'a fait. Félix Tshisekedi a encouragé les hommes. Vous savez que nous avons passé le moment de recrutement, un moment très délicat. Bounagana tombe, mais vous avez les Congolais qui acceptent de se faire enrôler pour donner de leur sang Pour sauver justement, oui. Oui, à la défense de cette nation. Donc il faut être Congolais pour le faire. Et nous n'avons jamais désespéré. Je pense que ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est le début. Cette guerre va se terminer pour du bon. C'est pourquoi Tshisekedi disait qu'il ne doit pas négocier. Pourquoi? Parce que si vous négociez aujourd'hui, vous allez faire un cercle vicieux. Joseph Kabila l'a fait. Il a négocié, il a cédé aux Rwandais ce qu'il voulait, mais la guerre n'avait pas pris fin. Et nous allons terminer cette guerre pour du bon. Et les gens qui viendront après Félix Tshisekedi s'occuperont du développement de ces pays que de la guerre contre le Rwanda. Merci beaucoup, Rocky Congolo. Merveille Mouteba. Une question. Il faudrait asphyxier le Rwanda diplomatiquement, mais militairement. Diplomatiquement, nous avons des résultats. Militairement, pouvons-nous dire ce qui s'est passé hier? Est-ce les débuts de ce que Tshisekedi avait promis à la population? Effectivement, merci de la question. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que sur le plan de la politique internationale, le président Félix Tshisekedi, derrière lui, la professeure Nicole Toumba-Boacha, ne cesse de ramener des victoires diplomatiques comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, sur le plateau télé, on nous avait fait cette reproche relative à ce que nous parlions trop sur la diplomatie que sur terrain, sur les terrains militaires, sur les terrains des armes. Et aujourd'hui, le président de la République, petit à petit, il est en train de prouver à la face du monde qu'il va en venir au chevet de cette guerre par tout le mécanisme possible. J'en veux pour preuve, lorsqu'il faisait sa sortie médiatique sur Top Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avait promis qu'à la moindre escarmouche, il allait attaquer. Aujourd'hui, crescendo, nous sommes en train d'asphyxier, comme je vous emprunte le mot, les M23 et le Rwanda pour définitivement mettre fin à cette crise, je dirais, chronique. Et aujourd'hui, cette crise a anéanti des vies, cette crise a dispersé les familles, cette crise a créé des déplacements internes et des déplacements externes qui ont fragilisé la sous-région. Okay. Voilà pourquoi le président de la République s'était donné, en parlant de son bilan, s'était donné la mission qu'il ne sortira pas du pouvoir ou ne quittera pas les pouvoirs sans pourtant mettre fin à la crise. Et c'est ça que nous constatons aujourd'hui et je lui en félicite. Merci beaucoup. Joël Nomba, vous avez la parole sur cette question. Peut-être, dès votre prise de parole, vous avez justement parlé de cette actualité. On en parle. Est-ce le début de la réponse muscleuse du président de la République face aux rebelles du M23?
Cher Cédric, je vais emprunter le mot du président de la République qui a dit que les ténèbres ne régneront pas. Les M23 et l'AFC que vous voyez, vous ne le reverrez plus. Bukangango lelo. À partir de l'élo, M23 FC, Barozalara Lissouti, il est encore temps. Nanga aluka manœuvre, asa la manœuvre, Akima Kagame, si Olino Pembonga Kagame belé, si peu bomisi ba soldat na ye belé. Donc créer manœuvre moko, quand les aoko sangata on a que toilette, okimano libela parce que Fati a une dimension musus. Ta so résister na dimension tozoya nango. Ah au risque Hollanda ya Willy. Merci. Sana matin ya Willy samedi. Boya, transport, les mégas, moi-même je prends en charge. Merci beaucoup, Joël Nomba. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. C'était un plaisir de vous retrouver dans cette émission, les thermomètres de la RDC. Nous avons parlé autour d'un thème, la constitution de la RDC 20 ans après les débats devient-il inévitable? Vous avez suivi sur ces plateaux les analyses de tout un chacun. Merci à Maître Merveille Mouteba, merci à Rossi Congolo d'avoir été des nôtres sur ces plateaux et merci à Joël Nomba pour avoir répondu à notre invitation. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve demain avec le même plaisir. Bye bye. Yeah. Mystique, hein?